Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question de blues aujourd'hui avec le Make Love Terre de Blues de retour les 5 et 6 septembre. Tête d'affiche de cette 7e édition, Fred Chapelier qui évoquera son retour sur ses terres. Au programme également un gros plan sur la remise de prix du festival Mégacourt porté par le lycée Julie Daubier de Romba où collégiens et lycéens ont abordé la Révolution en film avec talent. Mais tout de suite, retrouvons l'écrivain belge et messin d'adoption Paul Couturiot qui signe la belle saga Retour à la vallée des anges. De quoi est-il question précisément? Réponse dans une poignée de secondes. Bienvenue. What is a bus? What is a guatamales? What is a bus? What is a guatamales? Paul Couturiot, bonjour. Bonjour Alicia. C'est un vrai plaisir de te retrouver. Tu m'as donné rendez-vous ici, à Hayange, dans un lieu vraiment mythique. On est dans le bar La Bascule. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que La Bascule, tu en parles dans ton nouveau roman Retour à la vallée des anges, paru aux éditions Terre de France. Alors on va comprendre dans quelques instants précisément pour quelles raisons tu évoques ce bar. Avant cela, on va peut-être revenir sur l'histoire de ce livre. Il est question de Sébastien. Il est journaliste sportif. Il vit entre Paris et Metz. Et puis, il s'est pris d'amitié pour un SDF qui fait la manche au pied de la cathédrale de Metz. Sauf que ce SDF, un jour, disparaît. Il va s'en inquiéter et il va se mettre en quête de le retrouver. Et en cherchant à le retrouver, ça va être l'occasion pour lui finalement de remonter le fil de son histoire. Une histoire qui est liée à l'Italie. Alors, comment est-ce que c'est né? Parce que c'est extrêmement complexe, il y a plein de choses dans le roman. Mais le point de départ, ça a été quoi? Le point de départ, ça a été une rencontre avec un SDF. D'accord. Oui, puisque c'est ce que je raconte à propos de ce SDF, m'est vraiment arrivé. D'accord. Et comme mon éditrice voulait que je parle de la sidérurgie lorraine, que moi, je n'avais pas forcément envie, j'ai trouvé le biais de parler d'un autre sujet qui est lié à la région, à la sidérurgie, mais surtout à l'immigration italienne, à travers la rencontre avec ce SDF. C'est une grande saga, finalement, dans laquelle tu vas nous embarquer à partir de là. Oui, parce que Sébastien va faire une rencontre, va découvrir qu'il n'est pas vraiment celui qu'il croyait, ou plutôt qu'il a une histoire qu'il ne connaissait pas. Et cette histoire va l'amener à remonter le temps jusqu'au fin du 19e siècle et le début de l'immigration italienne, pour essayer de comprendre pourquoi son père l'a coupé de sa famille paternelle et a coupé aussi avec la région. Sébastien vit à Paris. Oui. Pour lui, il s'appelle Simonet. Et en recherchant ce SDF, il va débarquer ici, dans ce fameux bar La Bascule, ce qui explique notre présence. Exactement. Et il va y avoir une scène un petit peu, on va dire, chaude, houleuse, et il y a un homme qui va intervenir en disant arrêtez, c'est le petit-fils Simonetti. Il va l'emmener dans un coin où il y a des photos d'autrefois, du temps où la vallée de la Fensch, c'était encore la sidérurgie florissante. Oui. Et il va voir une photo de son père, tout jeune, et là il le voit dans un studio aux couleurs de la CGT, il ne comprend pas. Et donc cet homme va lui dire va voir ton grand-père. Et là il découvre qu'il a un grand-père. Et ce grand-père va découvrir qu'il a un petit-fils et il va avoir envie de lui transmettre son histoire. Et on va remonter au début du 19e siècle. Et là, autre élément qui, moi, m'a amusé, c'est que j'ai pensé à 100 familles.
Oui. et au personnage de Vidalis. Et je me suis dit, tiens, ben, on va commencer comme ça, puisque c'est l'époque où les Italiens quittent l'Italie pour n'importe quel prétexte, parce que c'était tellement la misère. Et donc le personnage, ben oui, il est montreur d'ours, et on va dérouler le fil jusqu'à aujourd'hui avec cette immigration. À l'époque, on parlait du Texas lorrain, quoi, ici, parce que c'était vraiment la belle époque de la sidérurgie. Mais c'est extraordinaire parce que tu nous fais voyager. Il y a aussi un petit côté Capulet-Montaigu Absolument. entre ces deux grandes familles, parce qu'on va suivre cette famille des Simonetti qui va se confronter aux Lombardi. Oui, dans les tensions familiales, et puis ça permet, ces tensions aussi, d'expliquer déjà pourquoi il y a eu cette rupture avec la région, mais aussi toute l'histoire italienne, c'est-à-dire la montée du fascisme aussi, et donc ceux qui viennent s'installer ici pour fuir le fascisme, d'autres qui s'y installent pour essayer d'installer le fascisme dans la région. Et forcément, ça crée des tensions entre les uns et les autres. Et pour revenir aussi à la sidérurgie et puis à cette vallée des Anges, c'est vrai que tu nous livres aussi plein d'anecdotes sur ce monde sidérurgique du 19e siècle jusqu'à nos jours, comment ça a évolué, comment il s'est transformé, les conflits qu'il y a pu avoir, la création de Radio Lorraine Cœur d'Acier, etc. Donc ça, c'est passionnant. C'est ce qui m'intéresse dans un roman historique, c'est d'aller creuser, de retrouver un petit peu les faits, pas forcément ceux qui font la grande histoire, mais la petite histoire. Et Radio Lorraine Cœur d'Acier, quand j'ai découvert cette aventure véritablement, qui était une aventure de la CGT, l'écrivain est un peu un journaliste aussi quelque part, puisqu'il raconte des tranches de vie et des épisodes d'histoire. La Bascule est un très ancien café ouvrier. Il a vu le jour dans les années 1920. Sa clientèle était composée de sidérurgistes. J'imagine que même un journaliste de la capitale sait que le secteur s'est effondré dans les années 70. Le bistrot a dès lors été investi par les internes de l'hôpital voisin. La bière qu'on leur servait ne valait pas mieux que de la pisse d'âne. Et ils ne se sont pas gênés pour se plaindre au patron. Celui-ci, loin d'être con, s'est renseigné sur les bières. C'est comme ça que la Bascule est devenue le premier bar à bière de France et de Navarre. Tu l'as évoqué, il y a plusieurs scènes qui se passent ici dans ce café. Pourquoi tu l'as choisi pour ce roman? Parce qu'il me fallait un bistrot. Il me fallait un bistrot. J'avoue que je ne connaissais pas la Bascule à l'époque, donc j'ai fait des recherches sur Internet. Mais je ne voulais pas un lieu sans âme, il me fallait un lieu habité. Et je suis tombé sur cette Bascule avec l'histoire du lieu. C'est vraiment un lieu familial où tout le monde se connaît. Et voilà. Donc je suis content parce qu'il a apprécié. C'est ça. C'est un bar qui n'a pas loin d'avoir 100 ans. 100 ans, oui. Je crois qu'il a dit qu'il a fêté ses 100 ans. Ouais. J'ai été touché du fait qu'il utilise des lieux qui existent dans son bouquin. Et la Bascule est un lieu mythique de la vallée. Il existe depuis 100 ans, il est en face des Hauts-Fourneaux et il y a un lien très proche entre les Hauts-Fourneaux de la vallée et la Bascule, quoi. Moi, je suis un vrai bistrot avec un vrai esprit de bistrot où les gens qui rentrent dans mon bar, ils se connaissent et ils se serrent la main et ils connaissent leurs histoires. Et voilà, et c'est ça qui est très très intéressant en fait dans la vie d'un bar, quoi. Le passage où Aline rentre dans le bar et qu'elle se fait un peu agresser par le héros du bouquin, on sent l'esprit de la Bascule qu'il y a vraiment, c'est-à-dire qu'on est une famille et que s'il y a un étranger qui rentre dans ce bar et qui est un peu trop virulent, il y aura toujours tout de suite un mouvement de clients autour qui vont venir voir ce qui se passe et voilà. Et ça a été bien retranscrit dans le bouquin. J'aime raconter des histoires, ça remonte à mon grand-père qui m'en racontait quand j'étais gamin. Une tache sur un mur, ça devenait le point de départ d'une anecdote. Et voilà, donc je crois que c'est lui qui m'a transmis ça et depuis, j'adore raconter des histoires. En tout cas, moi j'invite tous les téléspectateurs et téléspectatrices à le lire, Retour à la vallée des Anges. Moi je l'ai dévoré. C'est vrai qu'on est embarqué par cette histoire et comme Sébastien, on a envie de savoir ce qui est arrivé et on est bien surpris. Peut-être toi le mot de la fin pour les convaincre une dernière fois, qu'est-ce que tu leur dirais? Je trouve que cette région est vraiment magnifique et que la pâte italienne
elle est présente. J'avais fait un voyage en Italie il y a 2 ans et en revenant à Metz, en entrant dans la ville, je disais mais on est à Florence ici, oui, avec les ponts, avec la couleur de la pierre et tout. Donc c'est vraiment un mariage avec tout ce qu'il y a dans les mariages, les tensions et l'amour. Voilà. Exactement. Si vous aimez l'Italie et la Lorraine, et la Moselle surtout, ce roman, il est pour vous. Merci Paul. Merci Alicia. Quand Lorraine Cœur d'Acier aimait pour la première fois, le 17 mars 1979, l'expérience ne doit pas durer plus de 3 semaines. Son objectif consiste à mobiliser le plus grand nombre pour la marche sur Paris, que l'intersyndicale a programmée pour le 23 mars. Le studio est installé dans l'ancien hôtel de ville de Longwy-Haut. Quant à l'antenne, elle est dressée sur le toit de l'église, avec l'autorisation du curé. L'émetteur est arrivé en contrebande, d'Italie. Le message est diffusé et bien reçu. La marche sur Paris promet d'être un succès. Et notez que vous pourrez rencontrer Paul Couturiot à la librairie La Pensée Sauvage, vendredi 20 juin à 19h, l'occasion d'une belle dédicace. Et dans notre boîte à idées, on retrouve une invitation cette semaine à prendre une bonne dose de jazz à l'occasion de la 2e édition du Thionville Jazz Festival. Elle aura lieu du 3 au 6 juillet. Au programme des pointures telles qu'Avishai Cohen, Yosonna ou encore Stefano Di Battista. Des apéros-concerts gratuits et after-show sont également programmés. Pour retrouver le programme complet, rendez-vous sur le site apparu à l'écran. Et revenons maintenant sur un très joli festival du film citoyen porté par le lycée Julie Daubier de Romba, Mégacourt, un festival qui s'est clôturé sur une cérémonie de remise des prix digne des Césars, de quoi saluer le travail remarquable des collégiens et collégiennes impliqués. One seat, one gaze, one woman refusing to move, and in that stillness, a movement began. Faire sa révolution, caméra au point, en 3 minutes. Tel a été le défi relevé par les élèves du lycée Julie Daubier de Romba à l'occasion de la 3e édition du festival Mégacourt. Un événement hors norme qui invite non seulement à la réflexion et à la créativité, mais aussi, implicitement, à interroger nos libertés. C'est un festival qui a vu le jour juste après l'assassinat de Samuel Paty. Et nous, les enseignants, on avait eu envie de proposer autre chose qu'une minute de silence et de faire travailler nos élèves, de les faire créer autour des idées de la République. La première édition, c'était les valeurs de la République. Et depuis, chaque année, on fait ce festival et on trouve une nouvelle thématique. Après la mémoire, l'année dernière, c'est donc Révolution que les apprentis cinéastes ont dû mettre en scène. Parmi la 60aine de courts-métrages en lice, 2 sous-thèmes se sont particulièrement dégagés. L'intelligence artificielle. Les technologies sont des outils formidables et qui ont véritablement révolutionné notre quotidien. Et quand elles monopolisent notre temps, elles nous volent l'essentiel. Et le droit des femmes. La loi Simone Veil dépénalise l'IVG en France. And I am a woman. I am a woman. Je suis une femme encore. I am a woman. I am a woman. Quand on a appris qu'on pouvait parler de sujets féministes, etc., pour nous, ça a été un peu une évidence de parler de ça, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe toutes les 3. Ça nous sort un peu de la routine et ça permet à chacun de développer ses idées et de se faire entendre, surtout parce que c'est pas tous les jours qu'on peut donner son avis sur tout un tas de choses. Et moi, je trouve que c'est bien que le lycée nous laisse l'opportunité de nous exprimer. En résultent des œuvres singulières, tantôt sensibles, tantôt fantasques, que les membres du jury ont appréciées. Voir les idées qui émanaient de chaque film, la diversité, j'ai trouvé ça incroyable que des élèves donc de la seconde à la terminale et même du coup collège soient capables de faire ça et de faire autant de merveilles. On est passé par différentes émotions. Il y a eu des choses amusantes, drôles. Donc ça, c'est toujours plaisant parce que sur un thème comme évolution-révolution, parfois, il n'y a pas forcément des choses joyeuses. Et là, il y a certains élèves qui ont trouvé le contre-pied pour proposer des choses amusantes. En témoigne le premier prix dans la catégorie fiction, qui, à la manière de la série culte Bref, illustre un élève en pleine révision. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai regardé mon calendrier, j'ai vu ça, contrôle histoire, la Révolution française, c'est demain. J'ai paniqué, puis j'ai pensé à tout le temps que j'avais perdu. Lundi, j'ai encore le temps. On était surpris car l'année dernière, il y avait un élève qui avait dit que la comédie n'avait pas sa place au festival. Du coup, nous, cette année, on s'est mis comme défi de faire de la comédie, de faire rire et s'attendre à toucher les gens, quoi.
On a un peu démontré que oui, la comédie a sa place dans n'importe quel festival. Mardi. Ça va, j'ai encore 5 jours. Autre temps fort, le prix créatif décerné au court-métrage Au fil du temps, qui évoque le féminin à travers les époques. En parlant de révolution, on pense tout de suite aux révolutions françaises, aux révolutions que ce soit dans les comportements, dans les lois, dans tout. Et on s'est dit, on va parler de la révolution vestimentaire des femmes pour les mettre en valeur. Et les vêtements, ça montre aussi leurs conditions de vie et leurs conditions dans la société dans laquelle elles vivent, ça leur donne une importance. Et on voulait vraiment mettre en valeur les femmes qu'on met souvent de côté dans la société. Un film salué pour son originalité, son sens de la mise en scène et sa bande originale particulièrement bien choisie. Je pense que ce qui a pris le plus de temps, c'est de trouver les endroits. Une fois qu'on a l'idée, la réalisation, c'est plus simple que de trouver l'idée. Et ce qui est très long aussi, c'est le montage. Parce que sur le montage, il y a des heures de film qu'on a filmé de partout. Il faut trouver la bonne séquence qui donnera la bonne émotion au bon moment, qui va avec la bonne musique, le bon filtre, qui va avec la bonne année. C'est un travail hyper long, fastidieux. Je pense j'ai dû bosser 1 mois dessus comme il faut, un peu tous les jours. On demande aux élèves de réaliser un film, d'écrire un scénario, de concevoir même une affiche, etc. Et derrière, évidemment, il y a un travail d'écriture, de réflexion, d'angle. Et les élèves développent des compétences qui sont quand même assez importantes. Des compétences de cadrage, de montage, parfois de jeu. Et puis, bien sûr, d'écriture. Un travail de longue haleine récompensé lors d'une cérémonie haut de gamme où réalisateurs et réalisatrices des films primés dans les catégories fiction, créatif, documentaire et intercollège sont repartis avec leur trophée sous le bras et peut-être aussi une nouvelle vocation en poche. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et branchons les guitares à présent, direction Mecleuve, qui accueillera la 7e édition du Mecleuve Terre de Blues à la rentrée. Que nous réserve la programmation? Je me suis rendue sur place pour le savoir. Thierry, Vincent, bonjour. Bonjour Alicia. Bonjour C'est Alicia. toujours un plaisir de vous retrouver pour parler du Mecleuve Terre de Blues. Déjà une 7e édition pour ce festival. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, il est ancré dans le territoire, il est incontournable désormais? Oui, je pense qu'on peut le dire. On a eu la preuve encore l'année dernière à la 6e édition. Le monde qui est venu, les festivaliers sont venus en nombre. J'ai l'impression aussi, plus les années passent, qu'ils s'approprient le festival. Oui. Donc il y a toujours cette chaleur humaine, il y a toujours cette convivialité. Oui, on peut dire qu'il est ancré dans le paysage. Ouais. Qu'est-ce qui fait un petit peu votre force et votre spécificité? Le festival a été créé par une bande de copains. Ouais. Donc c'est une âme, c'est une aventure humaine déjà dès le départ. C'est aussi un collectif. Ouais. Donc c'est ce collectif qui donne cette âme aussi au festival. Et je pense que les festivaliers le retrouvent. Et nos 150 bénévoles, c'est aussi l'ADN de notre festival. Oui, ça fait quand même du monde, ça fait du monde, voilà. Pour pouvoir faire tourner le festival. C'est pour ça que je pense qu'il est apprécié et que les gens viennent tous les ans. 7e édition, chaque année, il faut nous surprendre aussi en matière de programmation. Bon, c'est ça qui m'intéresse à chaque fois. Donc peut-être Vincent, des temps forts cette année, comment elle s'est dessinée cette ligne éditoriale? La spécificité cette année, on a voulu mettre en avant des jeunes talents et des groupes qui émergent, qui sont peut-être peu connus aujourd'hui, mais qui sont, on espère, qui seront connus à l'avenir, des nouvelles stars de demain. Donc, mais on les a mis vraiment en collaboration avec des personnalités. Pour ouvrir le festival, par exemple, le samedi, on a The Blues Bone, qui est un groupe belge qui a 600 concerts à son actif, qui tourne partout en Europe, et dont la réputation dans le blues rock n'est plus à faire sur la scène internationale. Et on a aussi en fermeture de festival le vendredi soir Fred Chapelier, un natif de chez nous, qui a tourné partout sur la planète.
Et en parallèle, ce que je disais, donc, des jeunes artistes. Alors ça, c'est vraiment la spécificité cette année. Donc on a El José and the Bluebird, un groupe de Nancy, un musicien autodidacte qui s'est nourri dès l'enfance de Stevie Ray Vaughan. Donc là, c'est du Chicago blues, teinté de funk, de soul, et c'est quelque chose d'intéressant. À côté de lui, on aura aussi le même soir Johnny Webb, qui vient de Louisiane spécifiquement, qui a grandi avec, je dirais, avec le gospel, avec le blues bayou, donc qui est quelqu'un d'inspiré, qui a été découvert lors de l'émission populaire aux États-Unis American Idol en 2020. Donc il a fini dans le top 10 de cette émission-là. D'ailleurs, il y a une expression d'un membre du jury qui était Lionel Richie qui a dit c'est vraiment l'expression de la sauce barbecue. Donc ça définit un peu le personnage. C'est quelqu'un qui est enraciné, qui est dans ses racines blues, mais qui propose quelque chose de génial et de profond. There's something I want to tell you. I thought I should mention. You're the type of woman that could have any guy in the world. And I'd do anything just to make you my girl. On a aussi Don Martin, qui est un artiste du nord de l'Irlande, qui tourne beaucoup en Angleterre, qui s'est révélé ces dernières années avec des albums qui font le top des charts en Angleterre et qui entame une tournée en Europe. C'est quelqu'un aussi d'engagé, qui vient de la banlieue de Belfast, qui a eu aussi une enfance difficile et qui s'est tiré un peu d'affaires grâce à la musique et aujourd'hui qui propose un projet vraiment intéressant, profond, avec beaucoup de guitare électrique dans des mouvements forts, mais aussi de la guitare acoustique dans des moments plus doux, plus émouvants. On a 9 artistes, donc c'est long, donc je vais en oublier forcément, mais coup de cœur cette année, on a Justina Lee Brown, qui est nigériane d'origine. Elle réside aujourd'hui en Suisse et elle propose aussi un choix exceptionnel de style entre le blues, la soul et aussi l'afrobeat, parce que c'est sa culture natale et ça aussi c'est du lourd. Dès qu'on parle festival, on parle aussi animation autour du festival. Donc on évoquait 150 bénévoles, ils sont là aussi pour faire tourner la boutique, etc. Donc qu'est-ce qui va se passer en dehors des concerts ? Les bénévoles, ils font ronronner donc tout ce qui est restauration, tout ce qui est caisse centrale, tout ce qui est... et on aura aussi un village d'exposants. Pour les gens entre deux concerts. On a aussi 2 scènes, ça c'est important aussi de le dire. Et cette année, on aura la chance d'avoir une plus grande scène. La seconde scène, elle sera plus grande que les autres années. Donc les artistes pourront s'y produire mieux et on aura ils pourront mieux voir aussi les festivaliers. Donc pas de temps mort en tout cas. Pas de temps mort entre les deux, jamais de temps mort. Si on pense ne pas aimer le blues, on vient quand même ? Oui. On vient. Oui. Ouais, on vient. Le blues, vous avez vu, c'est beaucoup de variations. D'ailleurs, on le voit encore cette année. Même, j'ai tendance à dire, même si c'est une musique qui est créée dans la douleur, mais il y a beaucoup d'émotions. C'est quand même profondément humain. Et il y a ça peut être triste, comme ça peut être joyeux, comme la vie en fait. Oui, c'est ça. C'est un bon moment en tout cas. C'est un bon moment de partage entre nous. Il y en a qu'on va pas aimer, il y en a qu'on va aimer dans la soirée. C'est de la découverte. Voilà, c'est de la découverte. Etc. Franchement, c'est super. On sait où il faudra être les 5 et 6 septembre. Ça sera à Méclove, Frontigny-Méclove. Frontigny-Méclove. Pour le Méclove, Terre de Blues. Ouais. Le rendez-vous est pris, c'est noté. Et merci beaucoup à tous les deux. Merci Alicia. Bon festival. Merci.
Et vous aurez noté que Fred Chapelier sera présent au Make Love Terre de Blues. En attendant sa venue, eh bien j'ai eu la chance de le rencontrer à Metz il y a quelques jours. Il m'a parlé blues, live et plus encore. Je vous laisse avec lui et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye. Je suis super content parce que c'est pas si souvent que ça que j'ai l'occasion de jouer proche de la ville où je suis né, en tout cas, parce que je suis né à Metz, il y a très très longtemps. Et donc je suis doublement content de revenir jouer sur mes propres terres. Le blues, c'est juste pour moi raconter des histoires de la vie quotidienne, de ma vie à moi, de ce que j'observe autour de moi. C'est vraiment exprimer des émotions, que ça soit avec des mots ou avec des notes. C'est vraiment ça le blues, exprimer des émotions et véhiculer des émotions. C'est super de faire des albums, mais c'est vraiment une musique qui est faite pour la scène, parce qu'il se passe plein de choses inattendues. Il y a toujours, dans le blues, comme dans le jazz, c'est pareil, on improvise plein de choses qui ne sont pas spécialement sur les albums, et avec le public, c'est vivant. J'aime la proximité, j'aime le contact avec les gens. Voilà, et pour moi, c'est sur scène que ça se passe. Ouais. Moi, j'ai un blues, on est obligé de mettre un peu une étiquette, mais c'est très vaste, quoi, parce que tantôt c'est funky, tantôt c'est rock, tantôt c'est soul, tantôt c'est pur blues. Et donc il y a en gros 80% de morceaux originaux composés par mes propres soins, et puis les 20% qui restent, c'est j'aime reprendre des morceaux de mes légendes à moi, Peter Green, Albert King, Roy Buchanan, voilà. Donc il faut s'attendre à ça, hein. Pas un blues lent toute la soirée, quoi. Voilà, il y a du rythme aussi, quoi. J'ai bien fait d'écouter mes parents qui m'ont dit tu nous sembles plus doué pour la musique que pour l'école. Et ils m'ont encouragé justement à bosser, c'est rare, hein, c'est rare. Et ils m'ont encouragé, ils m'ont poussé, et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. À 7-8 ans, je savais déjà que je voulais faire ça, et j'ai pas beaucoup de regrets. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec conviction, avec cœur et avec passion. J'ai pas beaucoup de regrets, je suis plutôt satisfait quand même de mon parcours en tout cas. Moi, j'ai plein de super souvenirs sous mon nom avec mon propre groupe, et puis j'ai aussi tous ces souvenirs avec les vieilles canailles, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc qui est un ami vraiment intime. Voilà, j'ai eu la chance de faire de nombreuses dates avec ces trois légendes. Ça, c'est quand même des souvenirs extraordinaires. Et puis aussi des collaborations avec des chanteurs américains, Billy Price, qui était un de mes héros quand j'étais ado. Enfin, voilà, j'ai plein de bons souvenirs. Je cherche pas à atteindre l'inatteignable. Je souhaite juste pouvoir continuer le plus longtemps possible, parce que j'arrive à 60 ans bientôt. Et donc voilà, si je peux jouer encore 10-15 ans, voilà, c'est tout ce que je demande. Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.